Voilà, donc pour l'exercice 4 de dynamique. Alors, dans l'exercice 4 de dynamique, on a un objet qui chute sur une surface en forme d'arc de cercle de rayon 2 mètres, qui est lisse, et puis qui parcourt un segment baissé de 5 mètres où il y a des frottements, pour ensuite arriver au contact d'un ressort qui va comprimer jusqu'à un certain point D. Et en fait, le point D que j'ai mis ici, ce sera l'endroit où il sera comprimé au maximum, donc l'endroit où en fait sa vitesse sera nulle, c'est-à-dire le point où il va faire demi-tour. Il sera arrivé jusqu'à D, mais il n'aura pas été un chouïa plus loin. Voilà. On verra pourquoi ça par la suite. Et ce qu'on nous demande, c'est la vitesse qu'il a en B, la vitesse qu'il a en C, et la constante K de raideur du ressort. Pour rappel, tout ressort a une constante de raideur, qui est comme son nom l'indique, une constante, qui dépend du ressort, et qui indique à quel point il va être facile à comprimer ou pas. S'il a une grande constante de raideur, ça veut dire qu'il est très raide, donc il ne va pas facilement se comprimer. Voilà, alors, quand vous voyez un exercice comme ça, conseil, pensez à l'énergie. Pour rappel, il y a deux manières de résoudre un exercice de dynamique, soit avec F égale ma, soit avec l'énergie. Et ici, comme on nous demande des vitesses, souvent c'est avec l'énergie, parce que dans l'énergie, il y a entre autres l'énergie cinétique qui fait intervenir les vitesses et qui donc permet de trouver les vitesses d'un objet pendant son mouvement. Donc conseil, pensez énergie. Résoudre ça en termes de force, ça va être plus dur. Donc, rappel, je vais d'abord expliquer un peu ce que c'est l'énergie, comment est-ce qu'on l'utilise pour la dynamique, avant de résoudre l'exercice. Okay ? Donc, l'énergie, c'est une grandeur physique qui s'exprime en joules, et qui peut prendre différentes formes. Donc ça veut dire qu'il y a un même objet peut avoir à certains moments une énergie d'un certain type, et puis à d'autres moments une énergie d'un autre type. Et le premier type d'énergie, c'est une énergie cinétique. Cinétique, c'est-à-dire une énergie liée au mouvement. Un objet qui est en mouvement possède une certaine énergie, il suffit de voir les accidents de la route par exemple, ou quand on se prend un point, on sent qu'il y a une certaine énergie dedans. Donc l'énergie cinétique, c'est une énergie qui dépend du mouvement d'un objet, c'est-à-dire en fait de sa vitesse. Alors la formule de l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv², où m c'est la masse. Effectivement, si un objet en mouvement a une masse importante, il aura plus d'énergie que s'il a une masse faible. Voilà, ça c'est la première formule à connaître, et il faut connaître ces formules, ça c'est un des rares trucs à étudier par cœur. Voilà, 1/2 mv², ça c'est l'énergie cinétique. Alors, avec l'énergie cinétique, il y a aussi des énergies qu'on appelle potentielles. Alors en fait, c'est quoi une énergie potentielle ? C'est une énergie qui est liée à la position d'un objet, pas à sa vitesse, et à la position de cet objet par rapport à quelque chose. Donc par exemple, il y a une énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire liée à l'attraction de la Terre, qui dépend en fait de la hauteur de l'objet. Plus un objet est haut, plus il va avoir une énergie potentielle, parce que, imaginons qu'on le lâche, il va se mettre en mouvement, il va chuter. Okay, donc l'énergie potentielle, c'est toujours une énergie qui est présente dans l'objet parce qu'il se trouve à un certain endroit, et que si on lâche les contraintes qui s'appliquent sur l'objet, cet objet va être mis en mouvement. C'est ça le signe qu'on a une énergie potentielle. Et alors cette énergie potentielle gravitationnelle, elle vaut la masse de l'objet, toujours, fois g, le même g que dans P égale mg, fois la hauteur de l'objet. Plus l'objet est situé en hauteur, plus il aura d'énergie potentielle gravitationnelle. Et juste pour dire quelque chose, si je reprends cet exemple de l'objet que je lâche d'une certaine hauteur, au début il a une énergie potentielle gravitationnelle, puis je le lâche, ça veut dire que petit à petit il va perdre sa hauteur, donc perdre son énergie potentielle gravitationnelle, au profit d'une énergie cinétique, parce qu'il va acquérir une certaine vitesse. Donc ça veut dire qu'au départ il avait un certain type d'énergie potentielle, et par après, cette énergie s'est transformée en énergie cinétique. Ça c'est un peu des raisonnements avec l'énergie. Alors la troisième énergie, c'est encore une énergie potentielle, c'est une énergie potentielle élastique. Donc c'est une énergie qui est liée à un ressort. Par élastique, ici on entend ressort en fait. Alors cette énergie potentielle, elle est liée au fait que si je pousse un objet contre un ressort, et qu'après je le lâche, et bien de nouveau cet objet va être mis en mouvement. Donc ça veut dire que quand je comprime un ressort, je mets de l'énergie potentielle dans le système. Okay ? Et donc, au moment où mon bloc ici va comprimer mon ressort, il aura une énergie potentielle élastique. Alors, cette énergie potentielle élastique, de nouveau, il y a une formule, elle vaut 1/2 fois K. K, c'est la constante de raideur du ressort dont je parlais tout à l'heure,
fois delta L au carré. Delta L, c'est, par delta on entend différence, donc delta L c'est la différence de longueur du ressort. Imaginons que le ressort au début fait 1 mètre et qu'après il fait plus que 80 cm, eh bien je l'ai comprimé de 20 cm. Et c'est cette longueur-là qui est delta L, qui va être la longueur qui intervient dans l'énergie potentielle. De nouveau, c'est logique. Plus mon ressort est raide et plus je le comprime, plus il va y avoir d'énergie potentielle, parce que quand je vais lâcher l'objet, il va partir d'autant plus vite. D'accord ? Ça, c'est le troisième type. Et alors, pour être complet, je dois vous parler aussi de l'énergie cinétique de rotation, parce qu'elle interviendra dans un autre exercice de dynamique. Et cette énergie-là, on n'en aura pas besoin ici, mais pour info, elle vaut 1,5 fois I, qui est le moment d'inertie de l'objet. Si on veut, ça c'est une constante qui exprime si un objet va avoir tendance à tourner facilement ou pas. Par exemple, un objet qui est très allongé va tourner moins facilement qu'un objet qui est très compact. Et ça s'exprimera par des moments d'inertie différents. Et fois la vitesse angulaire au carré, qui est la même vitesse angulaire que dans le MCU, donc la vitesse à laquelle l'objet va tourner. Enfin, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Juste pour info, c'est évidemment une énergie cinétique, donc qui est liée à la vitesse à laquelle l'objet tourne. Alors que l'énergie cinétique dont j'ai parlé au départ, c'est lié à la vitesse de l'objet, la vitesse linéaire, enfin la vitesse habituelle, quoi. La vitesse de déplacement. Ça, c'est plus une vitesse de rotation. Voilà, on peut fermer la parenthèse. Et alors, toutes ces énergies, qui sont de différents types, eh bien, elles se côtoient pour donner l'énergie mécanique totale. Donc, l'énergie totale d'un objet, c'est la somme de toutes les formes d'énergie différentes. Alors évidemment, on pourrait avoir encore d'autres énergies qui, dans ce contexte-ci, on n'en a pas besoin, mais de l'énergie, je sais pas, électrique, calorifique, etc. Enfin, il y a plein de formes d'énergie. Toutes ces énergies se somment pour donner une énergie totale. Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire tout ça ? C'est évidemment parce qu'il y a un intérêt, c'est que l'énergie respecte un principe qui est le principe de conservation de l'énergie, qui dit que dans certaines conditions, l'énergie est une constante. Et alors, dans quelles conditions ? Eh bien, en fait, quand il n'y a pas de frottement. Donc, si je n'ai pas de frottement dans une situation, l'énergie va être conservée. Par conservée, on veut dire en fait constante. Ce qui veut dire que si le mobile ou l'objet qui bouge dans un problème va d'un point A à un point B, et qu'entre les deux il n'a pas été soumis à une force de frottement, eh bien son énergie en A sera la même que son énergie en B. Ce qui est pratique parce que ça permet de faire des calculs. Au même titre que F égale ma, ça c'est une équation aussi, donc ça permet de résoudre des problèmes. Alors ça c'est bien, mais parfois on a des frottements. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des frottements ? Eh bien, s'il y a des frottements, l'énergie va diminuer. Et la quantité d'énergie perdue, c'est égal au travail de la force de frottement. Pour rappel, c'est quoi le travail d'une force ? Quand cette force est dans le sens du déplacement, c'est la force de frottement fois le déplacement de l'objet. Donc ça veut dire que entre A et B, l'objet aura perdu une quantité d'énergie égale à la force de frottement fois la distance parcourue. Okay ? Donc dans ce cas-là, le principe de conservation de l'énergie n'est pas vraiment correct, l'énergie n'est pas conservée, mais on peut quand même obtenir une équation qui va permettre de faire des calculs. Voilà, ça c'est l'énergie, et donc il faut savoir que dans un exercice de dynamique, parfois on a le choix, soit on utilise l'énergie, soit on utilise F égale ma, et il y a souvent un cas qui est plus facile que l'autre, et ici c'est l'énergie. Alors, maintenant je vais pouvoir faire l'exercice, donc comment je vais faire ça ? Eh bien, je sais que pour utiliser l'énergie, il faut d'abord que je calcule l'énergie à des moments différents. Eh bien, je vais commencer par calculer l'énergie en A. Donc, j'ai mis 4 points ici sur mon problème. Et A, c'est le moment initial, donc le moment où je lâche l'objet. Alors, mon raisonnement, c'est que l'énergie totale en A, eh bien, il va y avoir, normalement, en principe, une composante d'énergie cinétique, une composante d'énergie potentielle gravitationnelle et une énergie potentielle élastique. Okay ? Mais si je choisis bien A comme étant le moment où je lâche l'objet au départ, il n'a pas encore de vitesse, donc il n'a pas encore d'énergie cinétique parce que je viens de le lâcher. Ou plutôt, je suis en train de le lâcher. Et il n'a pas d'énergie potentielle élastique non plus puisqu'il n'est pas en contact avec un ressort, donc ça, il n'y a pas de raison. Autrement dit, il n'a qu'une énergie potentielle gravitationnelle. Et pourquoi j'ai choisi ce point A là ? Pour cette raison, parce que si j'avais choisi un point un peu plus bas, il aurait une vitesse que du coup je devrais calculer et qui me rajouterait une inconnue dans mon problème, puisqu'on ne me demande pas de vitesse à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que j'ai bien choisi A comme le point initial. Et du coup ça me permet directement de calculer l'énergie
totale, ça va être mgh, comme il reste que l'énergie potentielle gravitationnelle. Et donc ça me donne m fois g fois 2 mètres, puisque je sais que l'arc de cercle ici a un rayon de 2 mètres. Ce qui fait 2 fois 10 fois 2, je prends g égale 10 parce que ce sera plus facile pour les calculs, et ça fait 40 joules. Autrement dit, j'ai trouvé l'énergie initiale de mon système. Au départ, mon système a une énergie de 40 joules. Ça va ? Alors, j'ai un deuxième point, le point B. Pourquoi j'ai choisi B ? Parce que c'est le point où il commence à y avoir des frottements et où l'objet arrive sur la surface plane. Donc en B, qu'est-ce que j'ai comme type d'énergie ? J'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle puisqu'il est à la hauteur. Oui, ça en fait je n'ai pas expliqué, mais je pourrais définir que ceci c'est mon système d'axe et que donc quand je suis à cette hauteur-là, à la hauteur du plan ici, je suis à une hauteur égale à 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Ce qui est pratique. Et il n'a pas non plus d'énergie potentielle élastique vu qu'il n'est pas encore en contact avec un ressort, donc il n'y a qu'une énergie cinétique, égale comme toujours à 1,5 fois m fois la vitesse au carré. Je mets bien la vitesse en b parce que sa vitesse va probablement pas être constante. Voilà. Alors, en C, donc le point C étant le moment où il arrive au contact du ressort et où il quitte la surface rugueuse, eh bien j'ai toujours une énergie cinétique, j'ai toujours pas d'énergie potentielle gravitationnelle vu qu'il se trouve sur le plan, et je n'ai pas encore d'énergie potentielle élastique vu que juste à ce point limite là, l'objet n'a pas encore comprimé le ressort. Okay ? Donc ça veut dire que à ce moment-là, il n'y a qu'une énergie cinétique égale à 1,5 fois m fois vc au carré. Okay ? Mon dernier point, c'est le point D. Le point D, comme j'expliquais au départ, c'est le moment où l'objet va faire demi-tour, où il est sur le point de faire demi-tour. À ce moment-là, il n'a plus d'énergie cinétique vu que sa vitesse, à ce moment précis, elle est nulle. Il n'a pas non plus d'énergie gravitationnelle vu qu'il est sur le même plan. Par contre, il a une énergie potentielle élastique vu que si je lâche l'objet, si je ne le maintiens pas là, il va repartir dans l'autre sens. Donc si quand je le lâche, il acquiert un mouvement, ça veut dire qu'il a une énergie potentielle. Cette énergie potentielle élastique, elle vaut 1,5 fois k fois delta L au carré. Et delta L, c'est-à-dire la longueur que le ressort a perdue, j'ai vu au départ que ça valait 0,2 mètres. Donc au total, cette énergie vaut 0,02 fois k, la constante de raideur. Voilà, alors, tout ça, finalement, ça m'a pas encore aidé à trouver des choses, mais ça m'a permis d'exprimer l'énergie totale à différents moments. Et maintenant, je vais utiliser mon principe de conservation d'énergie, que je n'ai pas encore utilisé, puisque là, j'ai juste écrit des valeurs d'énergie. Et ce principe de conservation d'énergie, quand on parle de conservation, en fait, ça veut dire entre un point et un autre, l'énergie est ou pas conservée. Donc ça veut dire que pour utiliser mon principe de conservation de l'énergie, je dois considérer un point de départ et un point d'arrivée. Et pour que ça soit facile, évidemment, je ne vais pas prendre A et D, je vais diviser le mouvement en 3 étapes et voir ce qui arrive à l'énergie sur ces étapes-là. Alors entre A et B, je sais que je n'ai pas de frottement, puisque ma surface est lisse, donc mon énergie va être complètement constante. L'énergie totale en A, c'est la même que l'énergie totale en B. Donc, j'ai qu'à remettre les valeurs que j'ai trouvées plus haut. 40 joules égale 1,5 mvb carré. Ok ? Alors ça, c'est une équation super simple, donc c'est génial. La masse vaut 2, 1,5 fois 2, ça fait 1, donc j'ai 40 égale 1 fois vb au carré. Et donc, directement, je supprime le carré en mettant la racine. J'ai trouvé vb égale racine de 40 égale 6,32 mètres par seconde. Donc, l'avantage d'utiliser l'énergie dans cet exercice-là, c'est que j'ai quasi pas d'équation compliquée à résoudre. C'est quasi direct. J'ai juste pas mal de raisonnements à faire avant. Mais là, le résultat est immédiat, quoi. Donc j'ai déjà trouvé une des données qu'on me demandait. Alors, je continue. Entre B et C, il y a des frottements cette fois-ci. Donc, je ne peux pas dire que l'énergie est conservée. Par contre, je peux quand même écrire une équation qui me dit de combien l'énergie aura diminué. Donc, ça veut dire que en B, j'ai toujours 40 joules comme au départ. En C, j'aurai moins que 40 joules. Alors, la quantité d'énergie qui a été perdue, c'est la force de frottement fois le déplacement. C'est-à-dire, en fait, le travail de la force de frottement. Alors,
La valeur de cette force de frottement, comme j'expliquais dans l'exercice numéro 3, c'est le coefficient de frottement fois la force normale. Okay, puisque si j'ai un bloc qui va vers la droite, la force de frottement est vers la gauche, et plus je pousse l'objet contre son support, plus il va frotter et plus la force de frottement va être importante. Donc ça veut dire que la force de frottement est liée à la force normale, est proportionnelle à la force normale. Ça, c'est ce que cette loi m'indique. Et donc, ça signifie que je peux calculer ma force de frottement. Elle vaut le coefficient de frottement fois la masse fois G. Puisque la force normale est égale au poids. Hein, c'est ça que je n'ai pas précisé. La valeur de la force normale ici, c'est la valeur du poids, puisque les deux doivent se compenser pour que mon objet reste sur la surface. Ça, c'est juste le résultat de F égale ma dans une direction verticale. Enfin, ça, on a bien expliqué dans l'exercice 3. Donc, mon équation ici, elle me donne l'énergie totale en B, j'avais qu'une énergie cinétique, 1,5 mVb au carré. Moins l'énergie totale en C, j'avais de nouveau qu'une énergie cinétique, 1,5 mVc au carré, égale le coefficient de frottement fois la masse fois G fois la distance parcourue. Tout ça je connais, je remplace par des chiffres, il y a juste Vc que je ne connais pas, ici. Je fais les calculs, 1,5 fois 2 ça fait de nouveau 1, donc effectivement l'énergie totale en B c'était bien 40 comme je l'avais dit. Et puis là je trouve 25, donc je passe le 25 de l'autre côté, je passe Vc ici, ça donne Vc au carré égale 15. Donc Vc égale racine de 15, 3,87 mètres par seconde. Donc de nouveau, on ne peut pas dire que vraiment j'ai des calculs compliqués à faire, hein. Il n'y a pas de gros système à résoudre comme dans le cas de F égale ma, donc ça veut dire quand il y a moyen d'utiliser d'énergie, faisons-le quoi. C'est vachement plus simple. Ben voilà, je fais encore la même chose. Entre C et D, même si c'était pas très clair dans l'énoncé, on considère qu'il n'y a pas de frottement. On pourrait considérer qu'il y a des frottements, ça donnerait une valeur différente pour la constante de raideur. Ben c'est juste là l'énoncé qui est un petit peu vague. Moi, je considère, disons, qu'il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie est conservée. Et de nouveau, j'ai l'énergie totale en C qui valait 1,5 fois m fois Vc au carré, puisqu'il n'y avait qu'une énergie cinétique, qui est égale à l'énergie totale en D qui valait, je l'avais calculé ici, 0,02 fois la constante de raideur. Tout ça j'ai déjà calculé, Vc au carré je peux le reprendre ici directement, j'ai pas besoin d'aller retaper 3,87 dans ma calculette parce que vous voyez j'avais trouvé ici que Vc au carré valait 15. Donc je peux remplacer directement Vc carré par 15 et le 0,02 je le passe de l'autre côté en divisant puisqu'ici c'est fois et ça me donne 750 newtons par mètre pour la constante de raideur. 750 c'est facile à comprendre, newton par mètre c'est un peu plus compliqué, mais enfin ça si vous aviez trouvé 750 c'est déjà super. Et en fait pourquoi c'est des newtons par mètre? Parce que la constante de raideur elle exprime la difficulté ou la facilité qu'on a à comprimer un ressort. Donc si mon ressort a une constante de raideur de 750, en fait c'est 750 quoi? Ça veut dire que pour le comprimer d'une certaine unité de longueur, donc d'un mètre, je vais devoir fournir une force de 750 newtons. Donc l'unité de la constante de raideur, c'est des newtons par mètre. Voilà, mais ça c'est un détail, le tout c'était de trouver les valeurs. Voilà.